c'est que j'ai commencé tout doucement à perdre la vue de l'œil droit. Et au début, c'était anodin, c'était une grosse pression au niveau de l'œil. Et de fil en aiguille, la douleur, elle s'accentuait. 6 mois après, je suis hospitalisé. Mes parents n'étaient pas au courant quand je suis parti aux urgences. Je suis parti de mon plein gré. Alors je sonne à ma mère pour lui prévenir que je vais être hospitalisé et qu'elle doit venir avec mes affaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Coulisses et Confidences, je vous raconte l'histoire d'Enes, alias Fitness. Un jeune combattant que j'ai eu la chance de coacher, talent brut, bosseur humble et prodige du kickboxing. Mais un jour, tout a basculé. Un diagnostic, 3 mots, sclérose en plaques. Et avec eux, l'effondrement d'un rêve. Voici son histoire. Enes, bonjour. Bonjour Jamal. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je te remercie également de m'avoir invité. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, on se connaît, car j'ai eu la chance de te coacher pendant plusieurs années, de faire de toi un compétiteur, et j'ai pu également voir ton parcours et ton évolution. Donc alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je t'ai demandé de participer à ce podcast, pour raconter ton histoire et celle de ton frère, d'ailleurs Samad, parce que j'ai énormément d'admiration pour vous. On va en parler plus tard, on va approfondir plus les choses. Donc, tu as eu une épreuve dans ta vie et tu n'as pas baissé les bras, tu as choisi de continuer et d'avancer. Donc, je suis très admiratif de votre courage et je reste vraiment persuadé que votre histoire peut inspirer beaucoup de monde. Franchement, merci Jamal de m'avoir invité et surtout de me donner cette chance et l'occasion ici de raconter un peu mon histoire, mon parcours, mon vécu. C'est vrai que je suis très actif sur les réseaux sociaux et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont jamais eu la chance ou même l'occasion de venir chez moi pour en discuter ou même me raconter mon histoire. Et donc à travers en fait ce concept que je trouve génial, le fait d'un petit peu de rentrer un peu dans l'intimité, dans les coulisses de chaque personne, donc entre autres de ma vie. Donc Exactement, je te remercie. D'où le thème de Coulisses et Confidences, parce qu'on veut vraiment rentrer. Moi, comme je le dis encore et comme je parle autant pour toi que pour ton frère Abd-Samad, j'ai vraiment d'admiration pour vous et également pour ton frère Abd-Samad qui n'est pas là aujourd'hui, parce que lui, bon, on va en rediscuter encore, on va rentrer en profondeur tout à l'heure, mais lui aussi est très affecté par la maladie. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur lui sur Snapchat qui a eu plus de 14 000 vues, donc j'invite les auditeurs à regarder sur Instagram, sur le compte Top Kick, il y a une petite histoire d'Abd-Samad. Récapitulatif, ouais. Donc on va vraiment reprendre avant le sport, pendant ta période de sport, la maladie, etc., l'évolution, parce que je vais vraiment mettre ça en avant et montrer un peu aux gens ton parcours et votre réussite, parce que ça reste une réussite. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore des réseaux sociaux, etc., est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Anas, j'ai 32 ans, je viens ici de Liège, je suis né ici en Belgique. Mon histoire, j'ai pas une histoire de fou au début, si ce n'est que j'étais un jeune hyperactif quand j'étais beaucoup plus petit. Il faut savoir que mes parents ont eu du mal à m'aider à canaliser un petit peu toute cette énergie. Et alors on cherchait une activité sportive à faire. Et alors pour Donc, en fait, c'est tes parents qui t'ont poussé un peu dans le sport. C'est ça, exactement. Déjà tout petit, il y avait C'est ça. En fait, je débordais beaucoup d'énergie. Et mes parents savaient que je devais participer à une activité physique pour me dépenser. Canaliser, oui. Exactement. Et pour l'anecdote, moi j'ai grandi avec les arts martiaux. Je pense qu'on a tous grandi avec Bruce Lee, Jackie Chan. Exactement. Exactement. Donc pour moi, j'ai grandi avec ces acteurs, avec les arts martiaux. Donc j'ai toujours été passionné par les sports de combat et les arts martiaux, sans savoir qu'un jour j'allais faire de la boxe. Alors pour l'anecdote, on m'a inscrit à différentes disciplines, l'athlétisme entre autres, et j'ai fait ça quelques mois pour faute de trajet et de comment je peux dire. Oui, c'est le déplacement pour aller jusque là-bas. J'ai dû arrêter. Et alors j'ai commencé ma première discipline par le karaté. Et karaté, ça se rapprochait plus ou moins des arts martiaux que je voyais à la télé avec Jackie Chan. Tu n'as pas continué dans l'athlétisme, si ça te plaisait tant que ça? Non, ça me plaisait énormément. Mais je t'ai dit, par faute de moyens de transport, donc mon père travaillait beaucoup et j'étais loin du stade. Donc du coup, j'avais pas les moyens et pas le temps d'aller me déplacer jusque là-bas pour continuer. Mais j'aurais voulu bien sûr, continuer dans ce chemin-là. Mais bon, voilà, la vie a fait que.
Alors du coup, on nous a inscrits dans un club de karaté, pardon. Karaté. Toi et ton frère ou Moi et c'était mon toi? petit frère, ouais, Al c'est ça. Samad? Moi et mon petit frère Abd Ah, je savais Samad. pas qu'Al Samad avait fait du Si, on avait karaté. commencé par le karaté. Alors moi, j'étais tout excité parce que ça se rapprochait de ce que je voyais à la télé. Les arts martiaux, le kung-fu, les acrobaties. Et en allant là-bas, on a tout fait sauf les arts Pas de martiaux. combat. Comment? On n'a pas fait de combat. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'était beaucoup de discipline. Attends, à cette période-là, t'avais quel âge? Je devais avoir 7-8 ans. Voilà, ok. J'étais jeune, Donc ouais, j'étais maintenant, jeune. avec du recul, vu que tu es coach, tu sais qu'à 7-8 ans, c'est plus de la psychomotricité que. Exactement, ouais, exactement, exactement. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'à la fin du cours, donc on faisait tout sauf le contact, donc on faisait des katas. Donc c'est des combinaisons d'enchaînement tu connais très bien, hein. Ouais, des chorégraphies de Chorégraphie, combat, ouais. exactement. Et à la fin de la séance, il y avait les grands qui allaient participer au cours. Ils venaient un peu plus tôt et ils venaient échanger un peu avec nous. Et on faisait un peu de contact. Et pour moi, c'était la meilleure partie, c'était celle-là. C'était quand on devait boxer, entre guillemets, donc on devait combattre avec les grands. Et c'est ça que j'ai compris, que moi, il me fallait du contact. Il me fallait du contact. D'où alors maintenant je comprends mieux ton envie de compétition, C'est etc. ça, Tu as exactement. voulu Ouais. accrocher. Je voulais vraiment qu'il y ait un contact entre une personne et un autre. Travailler dans le vide, c'était pas un truc qui me plaisait. Surtout qu'encore une fois, je reviens un peu sur les films qu'on voyait où il y avait de la bagarre et c'est ça que je voulais à la base. Et boxe, non, je voulais pas faire de la boxe. Pour l'anecdote, je vais te raconter une histoire et c'est véridique, hein. Je devais avoir cette tranche-là, je devais avoir peut-être 8-9 ans. J'avais vu un reportage sur un jeune boxeur qui avait un handicap, il avait un bras plus court que l'autre et on racontait son histoire, comme quoi il était boxeur et malgré l'handicap, ben, il continuait à persévérer dans la discipline. Et je regardais le reportage, je me suis dit, il est fou lui. Déjà qu'il a un handicap, et en plus de ça, il fait de la boxe, il se frappe avec des gens. Et j'avais juré à ce moment-là, j'avais dit, moi jamais je ferai de la boxe, c'est un sport de fou ça. Ouais, c'est sûr que la boxe, c'est pas un jeu, on est Non, c'est d'accord. sûr que Pour c'est pas avoir un jeu. pratiqué en nombre Non, d'années, toi franchement, aussi en tant que compétiteur, c'est sûr que la boxe, c'est pas un jeu. non, 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 Tu du peux pas tout. te permettre de dire je fais de la compétition si tu n'es pas préparé, ça, c'est Exactement, certain. exactement. Et comment tu vas me dire, je me suis retrouvé dans une salle de boxe finalement? En Donc fait, c'est là en fait que. Parce que ça, c'était plutôt le karaté, la boxe, tu ne voulais pas. Et comment ça se fait que tu es tombé dans le kickboxing? bah, je reviens encore sur mon histoire. Je devais canaliser un petit peu mon énergie. Et alors, il faut savoir que j'ai un grand cousin qui s'appelle Mustapha Yazgi, que tu connais très bien, Oui. qui s'entraînait dans un club, dans notre club, Top Kick. Et ma mère me disait, bah, tu vas aller rejoindre ton cousin dans le club pour aller t'entraîner avec lui. Comme ça, il va canaliser un petit peu ton énergie et ça va t'aider à devenir beaucoup plus sage. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Mes parents pardon, m'ont inscrit au club. C'est là que j'ai rencontré Ahmed, Donc, que Top tu connais Kick, très c'est bien. là où tu es venu Exactement, chez nous, ouais, quoi, au exactement. club Top Kick. J'avais exactement 10 ans. Ouais, 10 ans, je me souviens rappelle. de. Et tu connais très bien Ahmed, notre entraîneur. Donc c'est lui que j'ai vu pour me présenter et m'inscrire au club. Je vais te raconter encore une anecdote par rapport à lui. Et je le remercie encore Ahmed, hein. En arrivant là-bas, Ahmed c'est quelqu'un de très dur. Tu le connais, hein. Donc c'est quelqu'un qui est il est très à cheval sur la discipline. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va décrire un peu Ahmed. Ahmed, c'est un homme comme on n'en fait plus. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à la jeunesse et à les sortir, entre guillemets, du quotidien de la rue. Et comme tu dis, on doit vraiment lui rendre hommage parce que autant bon, je suis plus âgé que toi, autant moi que toi, etc. Il nous a sortis vraiment, je ne veux pas dire qu'on était des enfants de la rue, mais il a occupé notre jeunesse, il nous a imposé une discipline. Et effectivement, c'est quelqu'un de très dur. Pas de par son caractère ou son mental, parce que il a une sagesse dans il a une sagesse, sa il a une discipline. exigence de travail qui doit être tip-top, quoi. Exactement. Donc Et moi, quand je me suis présenté, moi, ce jour-là, il m'a regardé avec un visage très, très sérieux. Il m'a dit, va courir. Et il m'a fait courir sur la piste d'athlétisme. Dans le bain tout de suite, Directement. on Il vient m'a pas dit, rigoler va ici. courir. Et alors, du coup, j'ai fait ma première séance là-bas. J'étais tout content. Et c'est là que je me suis inscrit, que j'ai commencé vraiment le kickboxing. Je devais avoir 10-11 ans. Et c'était avec Ahmed Yazgi. Franchement, aujourd'hui, avec du recul, je le remercie infiniment. Et je pense que je suis pas le seul Ah ouais, ça c'est clair. à m'avoir encadré dans cette discipline. Ouais, Il en a exactement. fait des générations, Ahmed, ça c'est sûr. Une grosse dédicace à Ahmed d'ailleurs. Mais quand tu as commencé le kickboxing, bon, moi je me souviens, je sais un peu, mais tu as voulu commencer la compète tout de suite, ou pour toi c'était juste
une façon d'extérioriser un peu ton énergie, ou bien tu avais comme objectif la compétition? Non, j'avais pas comme objectif la compétition. En fait, il faut savoir qu'en allant au club, en commençant mes entraînements, je me suis rendu compte que ça ne ressemblait pas à ce que je voyais à la télé. Quand on voyait Bruce Lee, Jackie Chan sauter, faire des saltos, je À la voyais que ça télé, se on ne ressemblait ressent pas. pas les Ouais, coups. exactement. Mais ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait du contact. Alors du coup, il faut savoir que avec la méthode d'entraînement d'Ahmed, donc on faisait énormément de conditions physiques pour se remettre en forme. Et honnêtement, j'avais une très bonne condition physique, déjà très jeune. Et j'étais très fainéant. J'étais quelqu'un de très fainéant. Donc pour vous donner une anecdote, quand l'entraîneur Ahmed nous demandait de nous faire 10 pompes, je faisais les 10 pompes plus vite que les autres et j'aimais bien faire le malin comme quoi j'avais fini avant. Et Ahmed voyait ça, cette qualité en moi du fait que j'avais des capacités au-delà des capacités des autres, mais j'étais très fainéant. J'étais très fainéant, malgré mes capacités sportives. Et les meilleurs moments, c'était quand on devait mettre les gants pour boxer. Alors du coup, tu connais bien, quand on est amateur, on n'arrive pas à enchaîner 2-3 coups, donc problème de psychomotricité, on n'arrive pas à gérer le haut et le bas du corps. Et c'est là qu'avec avec de l'entraînement et de la répétition, chose que je n'aimais pas encore une fois. Donc Ahmed, il nous faisait répéter à chaque fois les mêmes mouvements, pendant des heures. Hein. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'appréciais pas parce que Ouais, c'était... on va dire c'est le côté négatif de l'entraînement, mais voilà, Il fallait pas ça par là. là, maintenant, on va dire, voilà, avec du recul, tu es coach, tu enseignes aussi. Tu sais que Exactement. tu dois Passer par là. assimiler ton cerveau à un genre de réflexe pour un mouvement. Et donc, tu dois le répéter, le répéter, le répéter. Donc, Exactement. c'est le côté négatif, c'est sûr, Ouais, non, voilà. de la boxe pied-poing, mais il faut y passer. Mais c'était juste le côté négatif. Mais après ça, on avait des assauts libres. Tu te rappelles quand il criait assaut libre? Alors du coup, on devait choisir un partenaire, peu importe. Et là, on devait boxer. C'était les Un meilleurs saut libre, moments. pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le sparring, quoi. Sparring, exactement. C'était les termes qu'utilisait Ahmed. Ouais. Et tu te souviens de ton premier combat? Alors, Comment parce que bon, ça fait tellement longtemps, moi je me souviens plus trop de ton premier combat et comment on arrive en compétition. là, je me rappelle. Moi, je me rappelle. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très fainéant. Et Ahmed n'était pas tout à fait d'accord du fait que je ne dépassais pas mes limites. Je m'arrêtais juste à ce qu'il nous demandait de faire, pardon. Au strict minimum. Au strict minimum, ouais, exactement. Je me rappelle. Hein. Alors du coup, Ahmed, il me raconte ça encore aujourd'hui, et on en rigole. Il m'a dit, franchement, Anas, j'étais pas content de toi, parce que tu avais les capacités sportives, mais tu n'osais pas et tu n'allais pas beaucoup plus loin. Alors il m'a inscrit à une compétition. Alors il m'a dit, Anas, tu vas aller boxer, faire ton premier combat. C'était en classe D, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est avec toutes les protections. Ouais, exactement, vraiment mon premier combat. Je devais avoir, à ce moment-là, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans. Alors, il m'a inscrit à la compétition, j'ai demandé à mes parents. Et tu connais la réponse hein, de la maman, c'était hors de question que son fils monte sur le ring. Donc, avec un peu d'assistance, j'ai pu avoir l'acceptation de mes parents. Il faut savoir que mon père aussi, c'était un ancien Ton père du est, full voilà, contact. moi je le connais, ouais, il a une carrière sportive, il est très C'est ça, costaud, ouais. donc en plus il a encore l'esprit jeune, quoi. Il est C'est jeune, ça, ton père, exactement. donc Alors, il a accepté. lui, à mon avis, voilà, c'est Ça a été très fallait vite avec beaucoup lui, ouais. insister, quoi. Je pense qu'il a accepté parce que dans sa jeunesse, il n'a pas eu l'occasion de faire des compétitions. Et je pense que c'est pour ça qu'il a accepté que je puisse rentrer dans ce monde-là. Tout simplement juste parce qu'il n'a pas eu cette chance. Enfin bref, bah, le premier combat, c'était, je m'en rappelle encore, c'était en 2007. Je devais avoir 15 ans. Et alors c'était à Trot, donc c'est une région ici à Liège. Et alors je fais mon premier combat en classe D. Je me rappelle, moi très très bien, j'ai encore les vidéos. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'ai boxé avec un gars qui était un peu plus grand que moi. Il avait un peu plus d'expérience, même si on était en débutant. Et alors c'était un combat, c'était de la bagarre en fait. C'était de la bagarre. Il y avait les poings et les pieds qui partaient en même temps, mon casque qui se retournait. En fait, c'était vraiment une catastrophe. Et j'ai perdu ce premier combat-là, j'ai perdu. Hein. Et justement, Ahmed, donc je reviens vers lui, savait que j'allais perdre ce combat-là. Il savait très bien que j'allais le perdre. C'était tout simplement pour me faire comprendre et m'expliquer que en fait, un combat, c'est pas un jeu et que si tu veux gagner, tu dois aller au-delà de tes capacités sportives et tu dois faire plus que ton adversaire. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'effort de l'entraînement était super important.
Ah ouais, si tu veux briller sur le ring, c'est sûr qu'il Exactement. faut transpirer, Faire plus que son transpirer à la adversaire. salle et c'est sûr que c'est des sacrifices. Exactement. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais combattu et qui n'ont jamais fait de sport de combat, ça reste des mots et ils ne peuvent pas comprendre. Mais quelqu'un qui a pratiqué les sports de combat, quelqu'un qui a fait de la compétition, il comprend. Exactement. Et c'est ça que je dis, le sport de combat, que ce soit la boxe, le karaté, enfin peu importe, un sport de contact, c'est pas un jeu. Et en tant que coach, et Ahmed, voilà, Ahmed, c'est lui qui m'a formé, qui nous a formés. C'est pour ça qu'il était dur quand tout à l'heure tu disais il était très dur et tout. C'est parce qu'il sait que c'est pas un jeu et qu'à partir du moment où on rentre sur un ring, il veut nous donner les moyens, le plus de moyens pour qu'on puisse sortir vainqueur. Exactement. Donc, c'est ça que bah oui, voilà, c'est pas Et c'est évident. ça que, justement, tu reviens dessus. Il m'avait dit à l'époque, il m'avait dit que je t'avais fait monter sur le ring juste pour que tu goûtes et que tu comprennes, en fait, c'est quoi le sport, c'est quoi la boxe plutôt. C'est pas juste avec tes capacités ou tes acquis que tu allais gagner comme ça facilement le premier combat. Donc, il le savait. Il n'était pas déçu, justement. Il n'était pas déçu, il était même content. Parce que après ce premier combat-là, il faut savoir que mes entraînements, ben, ils ont intensifié. Changer. T'as Ouais, ils donné ont une changé. leçon en fait. Il m'a vraiment donné une C'est leçon. comme si on te dit ne touche pas, c'est Exactement. chaud, tu ne veux pas Exactement. comprendre, bah, tu sais quoi, vas-y touche. Ah ouais. Tu te rends compte que c'est chaud et là tu comprends. Exactement. Et franchement, ce premier combat-là, je l'ai mal digéré parce que j'ai pas accepté la défaite. Et alors je me suis dit, ben, c'est fini. Je vais m'entraîner, je vais me donner à fond. Donc je m'entraînais aux heures d'entraînement et à l'extérieur aussi. Donc pendant les jours off, j'allais courir, je faisais encore des pompes à la maison, je faisais des abdos, je m'entraînais encore à la maison, je faisais du shadow. Tout simplement pour avoir Ouais, je me souviens, tu as toujours été très actif. Et très actif, ouais. ouais, c'est ça. Et tu as donné le goût, tu avais déjà le goût en toi de la compétition et C'est Ahmed ça. l'a accentué quoi, Exactement, ouais. avec sa philosophie et sa manière de faire. Parce que, voilà. Exactement. Et je le remercie vraiment pour ça. D'où, pour revenir après dans ton rôle de coach, il n'y a pas que les exercices chez un bon coach. Il y a aussi la psychologie Exactement. et voir comment est-ce que tu peux Transmettre. transmettre et donner à ton athlète une manière de se surpasser. Exactement. T'en as d'autres, t'en as certains, il faut leur crier, les engueuler. T'en as d'autres, ben voilà, c'est comme a fait Ahmed, il t'a donné goût au combat, il t'a expliqué comment c'était, il t'a montré un peu comment c'était. Il me l'a Mais démontré, tu ouais. te dis, voilà, ben, t'es pas encore prêt, mais si tu veux, il faut travailler. Voilà, ouais. Donc tu vois, c'est... Et franchement, c'était une leçon de vie pour moi. Parce que cette première défaite, encore aujourd'hui, mais j'en suis content, hein. Je suis content, mais je sais que c'est ça qui m'a donné, en fait, qui m'a reboosté, en fait, dans mes séances d'entraînement. Et c'est là que je me suis donné à fond. Puis après, ben, il y a eu quelques combats, hein. Je ne sais pas si tu t'en rappelles encore, j'ai fait 2-3 combats encore en amateur. Je suis vite monté en classé. En classé, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est le niveau supérieur, donc on enlève en fait les protections. Et c'est là que j'ai fait beaucoup de combats avec Ahmed. Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jamel, on avait fait plusieurs exercices, donc tu m'avais préparé plusieurs fois. Ouais, ça, c'était après le... Ouais, je me rappelle... mais avant ça, tu as eu ce moment-là, donc quand tu étais un peu à l'apogée de ta carrière, on va dire comme ça, donc tu es passé classé. J'étais lancé, ouais. Tu faisais des bons résultats en compétition et bien sûr, on projetait de te faire passer en semi-professionnel, etc. Exactement. Et un jour, comme on le dit dans l'introduction, ben voilà, une épreuve de la vie, quelque chose qu'on ne choisit pas, la sclérose en plaques. Est-ce que tu peux détailler et nous expliquer c'est quoi la sclérose en plaques? Oh, bien sûr, je peux vous expliquer. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, donc elle n'est pas visible. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est en fait une maladie neurologique et c'est complètement auto-immune. Donc en fait, c'est mon propre corps qui détruit mes nerfs. Donc pas vraiment les nerfs, mais c'est vraiment ce qui protège les nerfs. Donc on appelle ça la gaine de myéline. Donc en fait, mon système immunitaire, donc mes globules blancs pour être un peu plus précis, détruit ces nerfs, donc cette protection. Et donc du coup, ben, on peut avoir des dysfonctionnements dans le corps. Dans mon cas à moi, bien précisément, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé tout doucement à perdre la vue de l'œil droit. Et au début, c'était anodin, c'était une grosse pression au niveau de l'œil. Et de fil en aiguille, la douleur, elle s'accentuait. Et je commençais à avoir de moins en moins. Mais je n'étais pas alarmé, je n'étais pas tracassé. Pour moi, c'était normal, ça allait passer. Je t'ai dit, c'est une grosse migraine. C'est ça. Pour moi, c'était à cause de la fatigue ou à cause d'un peu de pression. Alors, pour l'anecdote, tous les matins, donc ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Hein. Et tous les matins, mon premier réflexe, c'était de fermer l'œil gauche et de regarder avec l'œil droit pour voir si cette gêne était toujours là.
Et les jours sont passés et la vue a commencé à tout doucement à diminuer. Qu'est-ce que tu as ressenti donc, au début, tu penses que c'est une migraine, mais ensuite, quand tu vois que ça continue dans la longueur au fil des jours, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je ne me suis pas tracassé au début. Je me suis dit, à mon avis, je vais devoir porter des lunettes. Alors, je me suis dit, Tu on va pensais que aller. c'était la vue? Je pensais que c'était juste un problème de vue. Je sais qu'il y a des gens qui portent des lunettes. Alors, je me suis dit, à mon avis, je vais y passer aussi. Donc, je ne savais pas c'était quoi vraiment le problème ou le trouble de la vision. Alors, un beau jour, c'était un week-end. C'était un week-end. Mais ma vie, elle continuait normalement à ce moment-là. Je continuais à m'entraîner malgré la gêne, hein. J'allais travailler, j'allais commencer. Enfin, je faisais toujours mes Parce que moi, entraînements. je n'ai pas de souvenir que tu nous avais averti de ça à la salle. Non. Quand tu avais une. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Parce que ça a duré qu'une semaine ou deux maximum. Puis à un moment donné, j'ai dû aller me rendre quand même aux urgences pour aller porter des lunettes, entre autres. Et alors, quand j'étais dans le service ophtalmologie, on a fait plusieurs examens. Donc, je suis parti aux urgences un week-end. J'étais habillé sans savoir que j'allais avoir une mauvaise nouvelle. En passant plusieurs examens au niveau de l'œil, ils se sont rendus compte que c'est plus profond que ça. Ça va beaucoup plus loin. Alors du coup, le médecin est arrivé chez moi et il m'a dit que je vais devoir être hospitalisé. Et ça, je On savais t'a pas pas. donné plus de précision. Non. On m'a dit que c'est pas au niveau de l'œil, mais c'est beaucoup plus profond. D'où le nerf optique. Et alors moi, Et toi, à ce moment-là, tu ressens quoi? je comprends pas. Le nerf optique, pour moi, je connais pas ce terme. Pour moi, c'est un petit peu plus profond, mais ça va se régler. Alors du coup, ils ont suspecté une maladie neurologique. Maintenant, pour revenir un peu parce que, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes plusieurs dans votre famille à avoir cette maladie. C'est ça, Donc, il y a ton frère Absamad, c'est ça. et je pense qu'il y a ta sœur aussi. Ouais, exactement. Qui a été déclaré premier Ma sœur, elle a été déclarée 6 mois avant. 6 mois avant. Et elle a C'était eu, pas venu à si c'est l'idée? ça, elle a eu les premiers symptômes comme moi. Et elle a été diagnostiquée sclérose en plaques. Et moi, quelques mois après, j'ai eu les mêmes symptômes. Donc, je l'avais au coin de la tête, hein. Je l'avais au coin de la tête, mais j'étais pas alarmé parce que on avait dit à l'époque à ma sœur que c'est pas héréditaire. Donc, forcément, on n'est pas censé. T'avais un doute, Les mais- membres de la même famille ne devaient pas forcément avoir la même maladie. Alors, du coup, je l'ai gardé dans le coin de la tête parce que je me suis quand même rendu aux urgences. Et quand on m'a hospitalisé avec une suspicion de sclérose en plaques, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches un peu plus approfondies. Malgré que ma sœur, 6 mois avant, elle a eu la même maladie, on s'est informé par rapport à ça. Et on s'est rendu compte que c'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est une maladie auto-immune. Donc, c'est notre propre corps qui nous rend malade, en fait. Et avec ma sœur, c'était très compliqué, c'était très dur, surtout par rapport à mes parents, par rapport à la petite sœur. famille. Ma petite sœur, exactement, ouais. Et moi, 6 mois après, j'ai eu la même Pour chose. revenir un peu, vous êtes 2 garçons et 2 filles C'est en ça, famille, ouais, hein, c'est ça. C'est moi le plus grand, je suis l'aîné. T'es l'aîné de la famille. J'ai un petit frère et 2 petites sœurs, exactement. Donc du coup, quand ma sœur elle a été diagnostiquée sclérose en plaques, ça a fait un gros choc dans la famille. 6 mois après, je suis hospitalisé. Mes parents n'étaient pas au courant, hein, quand je suis parti aux urgences. Je suis parti de mon plein gré. Alors je sonne à ma mère pour lui prévenir que je vais être hospitalisé et qu'elle doit venir avec mes affaires. C'est là qu'elle elle s'est tracassée. Elle m'a dit c'est pourquoi. Je ne lui ai pas forcément dit directement que c'était une suspicion de sclérose en plaques, mais voilà, je lui ai quand même dit qu'il y avait un doute. Et puis, étant hospitalisé plusieurs jours, avec plusieurs examens, donc entre autres une IRM cérébrale, une Ponction IRM, lombaire également. ouais, exactement, la ponction lombaire pour confirmer, ils se sont rendus compte effectivement que j'avais la même maladie. Ouais. 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 Et je suis resté hospitalisé plusieurs Je me souviens jours. quand je suis venu à l'hôpital pour ça. C'est toujours des moments très difficiles. Étant parent, toi-même aussi étant parent, j'imagine même pas le sentiment des parents, quoi. C'est ça. Se dire, et à ce moment-là, Abdsamad n'était pas diagnostiqué Non. encore, donc Non, avec non. toi et ta sœur. Ouais, avec moi et ma petite sœur. Donc on était deux de la même famille. Il faut savoir que moi et ma sœur, on se ressemble beaucoup. On a les mêmes gènes, on a le même caractère. Donc c'était entre guillemets logique qu'elle et moi, on devait être malades. À savoir que ma petite sœur et mon petit frère, eux-mêmes, ont le même caractère. Donc ils n'avaient rien à ce moment-là. Et là, je te parle de ça, on était en 2017, Jamal. On était en 2017. Et si je reviens sur ma carrière justement professionnelle, eh ben, avant d'être diagnostiqué sclérose en plaques, mon palmarès commençait à grandir. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, c'est sûr. Et j'ai eu la chance de boxer, comme tu l'avais dit tout à l'heure, en semi-professionnel. Et entre autres, même avec des boxeurs très connus hein, qu'on connaît Oui, aujourd'hui. bien sûr. Enfin, c'est pour ça qu'en introduction, j'ai indiqué prodige du kickboxing, parce que
ton palmarès et le nom de certains boxeurs aujourd'hui sont au Glory. C'est ça, exactement. Glory, qui pour les connaisseurs est la plus grande organisation au monde Le kickboxing. kickboxing, ouais. Donc, et tu les as affrontés Exactement. et pas des moindres. Et moi, je me rappelle des combats. Il y a eu un nul contre C'est ça. Diaguili Camara. Diaguili Camara, qui est un très bon boxeur français. Il y a un nul encore à discuter, pour moi à discuter. Maintenant, tu vas me dire qu'à cette époque-là, je te coachais, donc j'avais bien sûr une préférence pour toi. Mais non, tu n'as pas été loin de là. Mais c'était un combat quand même, je m'en rappelle encore très bien ce combat-là, parce que je suis resté en contact avec Diaguili Camara encore aujourd'hui. Donc, un gros big up à lui s'il m'écoute et s'il voit cette vidéo-là. Je suis resté en contact avec lui. Il m'a quand même avoué que c'était un combat des plus durs qu'il a eu. Hein. Bah, Il a quand même avoué. Le combat, il suffit de le regarder, il est parti en boitant. C'est ça. On avait un bon game plan. On avait un plan, ouais, exactement. Et voilà, ça a été. Non, c'était un combat très dur. Et voilà, ça, c'est des combattants aujourd'hui qui se retrouvent au Glory. C'est ça. Donc, et qui sont en professionnel aujourd'hui. Ouais. Tu as vraiment été freiné par la maladie. Voilà, c'est ça. Et en fait, mon dernier combat, c'était contre lui. C'était en 2017 contre lui. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. Et c'est là que tout a basculé, en fait. Et quand tu as diagnostiqué ça, donc après le passage de la famille, est-ce que tu as réalisé que la boxe, pied-poids et les combats, c'était fini? Ou pour toi, ça passait au second plan? Alors, je ne te cache pas qu'au début, ma priorité, c'était justement ma maladie, donc la guérison. Alors, je m'étais renseigné beaucoup sur cette maladie, qui était neurologique, encore une fois. Et tu sais bien que boxe et neurones, Ah ouais, ça ne va pas ensemble. Alors j'ai pris l'initiative d'arrêter les compétitions pour me concentrer sur ma guérison, même si elle ne se guérit pas, mais en tout cas, freiner en tout cas la maladie. Bah, ouais, tu as pris l'initiative, mais rappelle-toi, nous-mêmes, on t'avait dit on va arrêter la compète avec toi parce qu'on ne peut pas prendre de risques. C'est ça, c'est ça. Et je pouvais plus remonter sur le ring à ce moment-là. Déjà de un, parce que j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, 22 ans je pense, 21, 22 ans. Je débordais d'énergie à ce moment-là, hein, mais je voulais pas prendre de risques. Je voulais vraiment au maximum maximiser en fait cette guérison-là. Alors du coup, j'ai complètement. Guérison, c'est une maladie qui Ouais, ne qui se ne se guérit guérit pas, pas, mais au moins mais ralentir. freiner, Ouais, ralentir, voilà. ouais, exactement. Alors du coup, j'ai pris ça au sérieux, donc j'ai arrêté de faire des combats et de faire des compétitions, et entre autres même boxer. Rappelle-toi, à l'entraînement, Ouais, je venais quand même m'entraîner malgré on tout, faisait plus de sparring, mais effectivement. je ne pouvais plus faire de sparring. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles Si, encore. ouais, je me rappelle très bien. Ouais. J'avais Je du me mal, rappelle hein. très bien. J'avais du mal parce que, au final, on fait de la boxe pourquoi? Certes, pour se dépenser, pour s'entraîner, mais la finalité, c'était quand même de boxer. Donc, je le faisais en cachette. Hein. Je te cache pas que des fois, des fois, je m'arrangeais avec des amis à la salle et on boxait quand même. On faisait quelques échanges. Certes, c'était léger, mais c'était quelque chose qui me manquait beaucoup. Quelque chose qui me manquait beaucoup. Ah ouais, mais c'est clair, pour un pratiquant et pour quelqu'un qui a connu la compétition pour un boxeur, c'est un objectif. C'est voir où tu en es, te tester. C'est vraiment Ouais, un une objectif. finalité, en Ouais, fait. Ouais. c'est vraiment la finalité de l'entraînement. Donc tu es passé, c'est sûr que voilà, c'était une Même, période, même moi qui me souviens t'avoir vu te visiter à l'hôpital, etc., c'est vraiment une période sombre. Tu vois exactement. quelqu'un avec qui que tu as grandi, qu'entre guillemets tu as participé à sa formation et que tu le vois dans un lit d'hôpital comme ça, c'est vraiment pas agréable, quoi. Je te cache pas que même pour moi, j'ai eu un petit coup de morale parce que j'étais cloué dans un lit d'hôpital d'une maladie qui physiquement ne se voyait pas. Parce que la majorité des gens qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont, ils ont des symptômes. Moi, je n'avais rien. C'est juste que c'était neurologique. Donc, on me disait que tu avais une maladie grave, dite grave, mais elle ne En fait, se... tu me corriges si je me trompe, euh, dans la sclérose en plaques, tu as des symptômes, légers ou Ça. forts. Tu peux rester un certain temps sans rien avoir, mais si tu accentues avec des coups, etc., ou autres, je sais pas moi, tu peux avoir ce qu'on appelle une poussée et C'est là ça. tomber très bas. C'est ça, ouais. C'est bien ça. C'est ça. Donc, en fait, la sclérose en plaques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie neurologique, donc ça touche les nerfs. Il faut savoir que notre corps est composé de nerfs. Donc, ça peut toucher à n'importe quelle partie du corps. Et donc, on appelle ça des poussées. Elle dure minimum 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus, mais elle peut durer très longtemps, la poussée. Donc, ça peut être un dysfonctionnement d'un organe ou d'un membre. Et elle peut durer comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines.
Et elle n'a pas forcément de traitement pour alléger ça, si ce n'est que de prendre des anti-inflammatoires et de laisser passer ouais, c'est ça, entre autres, le cortisone. La cortisone. Mais c'était le traitement que j'avais tout simplement pour diminuer cette inflammation-là. Et à partir de là, ben, on a dû regarder un traitement qui me correspondait. Qui stabilise la maladie. Exactement, ouais. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mes globules blancs qui détruisent mes nerfs. Et à partir du moment où c'est mes propres globules blancs qui détruisent mes nerfs, le traitement que je prends, c'est pour diminuer les globules blancs, pour ne pas que ça attaque en fait ma gaine de myéline. Mais automatiquement, si tu as moins de globules blancs. C'est ça. Donc ça veut dire que je suis amené à avoir un système immunitaire un peu plus faible que les gens normaux. Ouais, exactement. Alors du coup, c'est pour ça qu'on doit doser. Donc j'ai des prises de sang à faire pratiquement tous les mois. C'est suivi régulièrement. Exactement. Pour voir un petit peu ma dose de globules blancs, mes lymphocytes exactement, pour utiliser les bons termes. Et ça, ce parcours hôpital, test, etc., c'est à vie. Oui, c'est ça, exactement. Donc tous les mois, je suis obligé d'aller visiter ma neurologue pour voir un petit peu l'évolution, des IRM aussi pratiquement tous les 6 mois ou toutes les années, pour voir un petit peu s'il n'y a pas de nouvelles lésions, de nouvelles plaques au niveau cérébral. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, mon traitement fonctionne. Donc du coup, elle est stable. Et c'est même pour ça, Jamal, c'est même pour ça qu'un jour, je suis revenu vers toi. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Avant ça, tu as eu ta période de coaching. Ah oui, c'est Donc, vrai. tu as voulu. Comment tu es venu à l'idée de devenir coach? Parce que là, à un moment donné, tu avais une période d'arrêt et tu ne venais plus à la C'est salle. ça, exactement. Donc, tu as eu où tu venais, tu ne faisais plus de sparring. Donc, je suppose que le fait de ne plus faire de sparring, le fait que ça t'a enlevé un petit peu le goût, plus après, comme tu viens de l'expliquer, de te préserver également, ce qui est normal, tout à fait normal. Et d'où vient l'idée de coach? Parce que tu passes d'élève à coach. Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir que Jamel, pendant la période où je suis malade, donc on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, je continuais à m'entraîner. Hein. Donc je venais, même si je faisais plus de compétition, même si on frappait plus beaucoup à la tête, je continuais malgré tout à m'entraîner. Mais il me manquait un petit truc. Je sais pas si tu t'en rappelles, Jamel, j'ai pris goût d'une séance d'entraînement que tu m'avais fait. Parce qu'il faut savoir que pour me préparer à mes combats en semi-professionnel, tu m'as beaucoup accompagné. Donc tu m'as clairement coaché en fait. Et à cette époque-là, on ne connaissait pas encore ce terme de coach personnel. Et tu m'avais pris sous ton aile, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle très bien quand tu es passé en niveau semi-pro, on avait une petite période creuse de compétition à la salle, et puis on a recommencé, et donc tu avais recommencé, et je m'étais hyper renseigné sur les méthodes d'entraînement, etc. Exactement, ouais. Je m'étais remis moi-même reformé pour essayer d'être très Exactement. performant. Ouais, je me souviens très bien. Et alors du coup, moi, je me suis carrément remis à toi en fait. J'ai eu confiance en toi, donc je savais que tu savais ce que tu faisais. Alors du coup, moi, ce que je faisais, c'était t'obéir tout simplement. Donc tu préparais mes séances d'entraînement, tu me coachais, tu t'entraînais avec moi même. Et en fait, ça m'avait donné goût. Ça m'avait donné goût, mais sans le savoir. Sans le savoir, parce que quelques années, entre guillemets, plus tard, euh, quand j'étais malade, j'ai débordé d'énergie. Et je me suis rappelé, en fait, ces moments-là. Et je me suis dit, ben, l'énergie que je garde encore en moi et que je n'arrive pas à faire sortir, ouais, exactement, je vais la donner à des élèves, à des personnes que je vais coacher. Et on m'avait donné l'idée, c'était un ami à moi qui m'avait dit pourquoi tu n'entraînerais pas des enfants au tout début? Ça peut être intéressant, ben, vu que tu as beaucoup d'énergie, tu as un peu d'expérience, pourquoi tu les entraînerais pas? Et ça m'avait titillé l'esprit et je m'étais renseigné sur les formations pour devenir coach. Et c'est là que en fait, tout a commencé. Hein. Donc je me suis inscrit à plusieurs formations, j'ai fait plusieurs stages, plusieurs formations, j'ai été certifié coach sportif, tout simplement parce que je savais que je voulais être le coach comme toi, à l'époque où tu m'avais coaché. Et, euh, et la reconnaissance que j'avais pour toi à ce moment-là, elle était incroyable et qui est toujours aujourd'hui. Et je voulais la même chose avec mes coachés. Ces personnes-là, je voulais qu'ils me remercient d'avoir donné autant d'énergie pour atteindre leurs objectifs. Et j'avais un slogan à l'époque, et qui est toujours le même, hein, entre autres, c'était Soyez plus fort soyez plus fort que vos excuses. Ouais, exactement. Et malgré le fait que ce soit dur, ben, on devait quand même se surpasser et essayer d'atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, franchement,
avec le temps, avec les années, avec l'expérience, ben franchement, c'est un truc que c'était inné en fait. Ça devait être pour moi. Je devais être coach. C'est bien sûr, quand tu enseignes, ben, la meilleure de richesse, c'est le savoir. C'est ça. Et donc, il ne faut pas être égoïste. Quand tu as un savoir, il faut le transmettre. Et tu obtiens une satisfaction autant que si tu Exactement. parce que Ouais. tu vois, je ne vais pas dire ton produit, mais tu vois ce que tu enseignes, tu vois l'évolution de ton C'est athlète, ça. et tu vois que ce que tu lui enseignes paye. Ça paye. C'est ça. Ça Et c'était coûte. une satisfaction. C'est une satisfaction en fait quand tu vois que un de tes élèves, un de tes athlètes, ils évoluent, ils atteignent leur objectif. Ben, c'est une satisfaction. Comme je dis toujours, c'est ton objectif, c'est mon objectif en fait. Quand tu vas atteindre ton objectif, ben, c'est le mien qui va avec. Tes débuts dans le coaching, ça a été difficile ou tu as percé de suite? Alors au début j'avais quand même un nom. Le fait que j'étais boxeur, donc j'ai quand même eu un peu cette chance-là, le fait que les gens me connaissaient déjà dans le milieu sportif, donc ils savaient que j'étais discipliné, j'étais rigoureux. Pour l'anecdote, Ça t'a aidé, bien sûr, ça ta m'a carrière de beaucoup aidé, sportif, ça aide, exactement. bien sûr, parce que tu avais un renom dans le monde, dans la région, dans le kickboxing, etc. Et c'est C'est quelque chose, ça, ben ouais, bien sûr. exactement. Et alors j'avais fait un sondage à l'époque, il y a super longtemps, Jamel, et ça je l'ai jamais dit à personne, mais je vais en profiter aujourd'hui pour le dire. À l'époque, donc C'est une exclue alors. c'est une exclusivité. À l'époque, quand je commençais ma formation pour devenir coach et que je ne savais pas encore vers où aller, j'avais fait un sondage. J'avais fait un sondage sur mes réseaux sociaux. Je n'étais pas très, très connu à ce moment-là, mais juste des personnes autour de moi. J'avais fait un sondage qui était quand vous pensez à moi, pardon, quand vous entendez NS, pardon, à quoi vous pensez? J'avais fait un sondage comme ça, j'avais mis sur les réseaux sociaux, j'avais fait même un screenshot à l'époque, parce que je l'avais gardé, et j'avais reçu des commentaires de plusieurs personnes. Ça disait quoi? Exactement, c'était sport, discipline, c'était persévérance, puis il y a eu d'autres mots, mais entre autres, c'était beaucoup dans le domaine Ce qui sportif. revenait beaucoup, quoi. Ouais, exactement. Et c'est là que j'ai compris que les gens, en fait, ils associaient NS avec le sport. Et j'avais compris que les gens, justement, ils attendaient de moi que je puisse soit percer dans le monde en tant qu'athlète, ou dans le domaine sportif, donc Tu le entre autres. transmets. Et c'est là alors que tu as créé ton nom, Exactement. FitNS, Voilà, c'est ça, pour le jeu de mots. Fitness, c'est ça le jeu de mots. Exactement, fitness. Donc pour le jeu de mots, ouais, exactement. Pour l'anecdote, j'avais trouvé ce nom-là en cherchant comme ça un petit peu sur les réseaux sociaux, et j'ai vu un acteur très connu dans le monde du fitness qui s'appelle Nassim. C'est un coach sportif en France. Il avait créé un programme où c'était Fit Nas, Nassim. Et moi, j'ai fait la même chose avec mon prénom. Et je trouvais que ça sonnait encore mieux. Fit NS. Ça ressemblait plus à Ouais, un mot connu. Et c'est là que vient l'idée, justement, de Fit NS en tant que coach sportif. Ouais. et entre-temps, tu t'es marié. Hein, on est d'accord, tu t'es marié, tu as ton petit garçon. Comment tu as fait pour gérer la vie de famille, ton travail professionnel, plus le coaching? Alors, faut savoir que le coaching, je le faisais déjà avant même d'être marié. Ouais. Donc, c'est déjà une activité que j'avais au quotidien et que j'avais même ancrée même dans ma routine. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait déjà d'avoir un petit garçon qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie, eh ben, faire la part des choses entre l'activité en tant que coach, mon activité professionnelle aussi également à côté, de bureau, et mon activité de père. C'était compliqué de gérer les trois, mais franchement, aujourd'hui, j'arrive encore à gérer, de me stabiliser par rapport à tout ça. Mais au début, c'est vrai que c'était dur, parce qu'il fallait trouver, il fallait faire ses marques, mais encore une fois, tout est une question d'organisation. C'est très simple. Organisation, j'ai envie de dire, et également de motivation et de courage. Donc, encore Exactement. une fois, franchement, je te tire vraiment mon chapeau parce que à chaque épreuve, que ce soit physique, etc., t'as toujours surmonté. Donc, même, encore une fois, ta vie professionnelle, ta vie de famille et le coaching, tu as su. Exactement. Ouais. T'as pas arrêté, quoi. Tu t'es pas Non, dit, non, ouais, j'ai continué, non. je vais arrêter parce que j'ai mon petit garçon, etc., etc., et abandonner les athlètes que tu suis. Non, franchement, encore une fois, Non, je vais le merci, Jamal, répéter, mais merci. je te dis vraiment bravo parce que moi, j'ai vu l'évolution aussi. J'ai vu l'évolution de où tu donnais cours dans une cour. Ensuite, tu as loué une petite salle grâce, paix à son âme, à notre frère Freddy qui nous a quittés en période de Covid,
qui t'avait trouvé une salle. Et Exactement. c'était une petite salle. Ensuite, tu as eu la... Mais je te laisse développer parce que Ben c'est ça, en fait, tu as bien point. résumé ça. Au début, j'étais carrément dans Parce que des cours. je dis ça pourquoi? Pour que les gens comprennent que il y a vraiment eu une évolution. Tu es parti de rien. Et pour être à tes côtés depuis le début, moi j'ai vu l'évolution. J'ai vu le travail derrière, j'ai vu les sacrifices derrière, j'ai vu à quoi tu as renoncé, parce que comme on dit, choisir c'est renoncer. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus et où je suis vraiment admiratif, autant pour toi que pour ton frère Abd Samad. Il n'est Ouais. pas là, mais j'insiste vraiment. C'est quelqu'un encore, je te le dis, pour moi encore plus courageux que toi. Ouais. Parce que lui, il est encore plus atteint dans la maladie. Et malgré ça, il vient s'entraîner. Il se donne à fond. Il n'arrête pas, même si des fois on doit le porter pour pouvoir Ouais. le relever Ouais, il et va l'aider jusqu'au à bout. marcher. Et c'est toujours le premier à s'entraîner, le dernier à partir. Donc franchement, encore une fois, je vais me répéter, je vais certainement le dire plusieurs fois, mais je suis vraiment admiratif de votre courage. Et encore une fois, c'est vraiment pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo. Merci, Jamal, c'est Vraiment. gentil. C'est pas pour te lancer des fleurs. Parce Non, que loin de là, mais tu c'est es très quelqu'un, touchant. voilà, C'est mais très touchant, Jamal, merci. c'est vraiment sincère. Donc, comme je disais, bravo, l'Ascension. Aujourd'hui, on est ici dans ta salle. Donc là, c'est ta salle avec ton matériel. Et Et c'est l'évolution, en fait, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Jamal. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. oh Ça non, s'est pas fait du jour au lendemain. Donc au début, c'était très difficile parce que j'étais pas connu dans le monde de coach. J'étais connu en tant qu'athlète. Donc les gens avaient confiance en moi au début parce qu'ils savaient de quoi j'étais capable, mais pas en tant que coach sportif. Donc du coup, avec des formations, avec des études, j'ai continué à me perfectionner. Et puis même l'expérience. Il faut savoir qu'au début, j'ai fait sûrement plein de bêtises, j'ai fait sûrement plein d'erreurs. Et, euh, et justement, c'est avec ça qu'on évolue. Donc mes premiers clients, entre autres mes premiers athlètes, je les ai eus, mais on s'entraînait à l'extérieur au début. oui, On je me s'entraînait à souviens, l'extérieur, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il pleuvait des fois, on allait dans des cours, enfin on allait sous des préaux pardon, pour s'entraîner. Et ma méthode d'entraînement à l'époque, ben, elle était très liée, très similaire à ma formation en tant que coach, en tant qu'athlète, pardon, en tant que boxeur avec toi, avec Mustapha et Ahmed. Donc vraiment, ma méthode d'entraînement à l'époque, elle était très similaire à la vôtre. Et aujourd'hui, ben, avec votre expertise que j'ai appris et mes formations, j'ai pu créer mon style d'entraînement et ma formation pour coacher. Donc, tu donnes des cours de coaching pour que tout le monde comprenne, qui ne sont pas spécifiés dans la boxe. Non, Une non, non. remise en forme C'est ça, globale, exactement, ouais. avec les objectifs que certains athlètes C'est veulent ça. avoir, travail, un corps plus esthétique, une perte de poids, etc. Et donc tu cibles des programmes pour chacun. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, suite à ma formation, donc j'ai pu apprendre en fait comment personnaliser des séances en fonction des objectifs de chacun. Donc, il faut savoir que chaque personne est différente, chacun a des objectifs différents, et par rapport à ces exigences, pardon, je dois adapter la séance d'entraînement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis personal trainer, je suis certifié entraîneur personnel et coach sportif de cours collectifs. Donc, et cette évolution-là, elle s'est faite de jour en jour, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, pardon, mais c'est un parcours qui a duré du temps, qui a pris du temps, pardon, qui a pris beaucoup de temps parce que j'ai eu des bâtons dans les roues, hein, comme dans chaque chose. Donc au début, bah, le fait d'être à l'extérieur, bah, j'étais soumis aux exigences du climat. Donc s'il faisait trop froid ou s'il pleuvait trop, bah, je devais annuler mes séances. Ou alors si l'espace que j'utilisais pour m'entraîner à l'extérieur, elle était prise, bah, du coup j'étais un petit peu embêté. Et en fait, tout ça a fait que j'ai eu beaucoup des obstacles, mais malgré tout, j'ai quand même continué. Donc après ça, je suis rentré dans une salle. La première salle dans laquelle j'ai donné cours, mes cours privés, ben, c'était celle où on s'entraînait, du club Top Kick. J'avais demandé l'autorisation à notre entraîneur si je pouvais utiliser quelques heures durant la semaine, qu'il avait accepté. Donc je m'entraînais dans une salle qui n'était pas forcément appropriée pour mes séances, avec très peu de matériel. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me perfectionner. J'ai fait du coaching aussi à domicile. Pour l'anecdote, un de mes premiers clients, enfin mon premier client à domicile, Jamal, comme ça tu le sais, c'était une personne qui avait un bracelet électronique. Et c'est ça que ça m'a donné l'idée d'aller chez lui directement. Il m'avait contacté sur les réseaux en me demandant, enfin, il voulait un coach, mais malheureusement, il ne pouvait pas sortir de la maison. Au début, je n'avais pas compris. C'est une fois... Tu lui as donné cours où dans son salon? Exactement, dans son garage.
il avait un garage, il avait quelques matériels. Et c'est là qu'il m'a avoué, donc le jour de notre première rencontre, qu'il avait un bracelet électronique. Il ne pouvait pas forcément sortir de chez lui, mais il était un peu équipé. Et il voulait juste un coach sportif pour l'encadrer et pour lui préparer des séances. Donc ça, c'était un de mes premiers, c'est mon premier client en tant que coach à domicile. J'en ai fait encore quelques-uns. Et de fil en aiguille, tu as cité le nom de Freddy, paix en son âme, qui est un ami en commun, hein, et qui admirait énormément ce que je faisais dans mon travail. Et un jour, il est venu me trouver, il m'a dit, écoute Anas, j'ai peut-être trouvé une salle pour toi. C'est un gars que je connais, donc c'était un complexe sportif, donc de foot indoor, donc un soccer. Et c'était une petite salle de plus ou moins 60 mètres carrés, très sombre, avec peu de matériel. Et il m'a dit, bah, je me suis arrangé avec le proprio, tu peux utiliser l'espace pour faire tes coachings. Au lieu de les faire à l'extérieur, bah, tu peux l'utiliser. Et Freddy, paix en son âme, c'est lui la cause de l'ouverture de ma première salle de sport. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, elle était déjà venue aussi Ouais, je me rappelle. quelques fois venir t'entraîner avec nous. Et alors du coup, au fur et à mesure, on investit un petit peu dans du matériel, on rafraîchit un petit peu la salle. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, de fil en aiguille, donc j'ai de la clientèle, donc j'ai des gens qui viennent s'entraîner chez moi en privé. Et puis arrive la période du Ramadan. Et il faut savoir que pendant la période du Ramadan, on doit s'abstenir de ne pas manger et boire, comme tu le sais, durant toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et les personnes que j'entraînais individuellement étaient tous musulmans. Là, tu donnais des cours privés. privés. Exactement. Je faisais que du coaching privé à ce moment-là. Et durant cette période du Ramadan, toutes les personnes voulaient s'entraîner 1 heure avant de manger. Bah oui. Ils voulaient tous s'entraîner, prendre ce créneau-là. Et malheureusement, je ne pouvais pas me diviser en 5 avec mes différents clients. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme initiative? C'est de les prendre tous ensemble, de les assembler. Donc, mes 5-6 clients, je les ai assemblés ensemble dans une salle juste à côté. C'était un ancien terrain de tennis qui était un petit peu à l'abandon. J'avais demandé au proprio si je pouvais utiliser cet espace-là qui était beaucoup plus grand pour faire un petit cours collectif, un small group de 5-6 personnes, durant juste la période du Ramadan. Il avait accepté. Et de fil en aiguille, en fait, via mes réseaux sociaux, des personnes se sont rajoutées en fait, à ce cours. Et à la fin du Ramadan, je devais recommencer mes activités classiques, hein, donc du coaching privé. J'ai eu plusieurs membres qui m'ont demandé si je pouvais continuer le cours collectif parce que ça leur plaisait bien et qu'ils aimaient bien un petit peu l'esprit du groupe, etc. C'est plus motivant, c'est sûr. Exactement, ouais, c'était beaucoup plus motivant pour eux. Et j'ai accepté. Alors j'ai gardé le créneau 19h-20h depuis cette époque-là, donc ça fait déjà presque 8 ans, pour un cours collectif jusqu'à aujourd'hui. À donner des cours collectifs. C'est ça, exactement. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu des nouveaux clients qui sont arrivés, donc ça a pris beaucoup d'ampleur, oui. Surtout, tu m'as dit, grâce aux réseaux sociaux, ça t'a propulsé les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que Ça m'a t'a fort aidé? pas complètement propulsé, mais ça m'a énormément aidé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es très actif dans les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Hein, tu as, je ne sais pas combien de followers. Plus de 17 000 abonnés. 17 000, tu as une vidéo qui a été vue plus d'1 million de fois. C'est ça. Donc voilà, tu es très, très actif dans les réseaux sociaux. Je suis actif déjà depuis très longtemps, mais je n'ai pas forcément été propulsé à ce moment-là. Mais j'étais connu dans la région, on va dire. Dans la région. Donc pour l'anecdote, encore une fois, pendant que je donnais cours, j'avais des personnes qui venaient directement sur place parce qu'ils avaient vu à travers mes réseaux sociaux que j'étais coach. Et donc du coup, c'est là que j'ai compris. C'est exactement, ouais. Ils l'ont vu à travers mes réseaux sociaux que je donnais cours, donc ils sont venus s'entraîner. Donc c'est vrai qu'au début, ma clientèle, c'était des gens qui étaient autour de moi, des gens proches, mais de fil en aiguille, ce sont des personnes avec le bouche à oreille aussi également, des personnes extérieures. Et c'est là que j'ai créé en fait mon cours collectif, des fois même de plus de 20 personnes à mes séances. Et donc de là, en fait, je me suis professionnalisé encore. Donc j'ai rajouté d'autres formations, entre autres le bootcamp, pour justement essayer de gérer des cours collectifs en groupe. Et j'ai eu aussi des aménagements de la salle. C'était à l'époque là-bas au Elite Soccer. On avait aménagé un peu la salle pour professionnaliser un petit peu. Donc on avait agrandi, on avait acheté des tapis. Donc les membres qui s'entraînent chez moi ont vu cette évolution-là. Et puis, un jour, malheureusement, le proprio a dû utiliser l'espace que j'avais pour un autre projet.
Et donc, je me suis retrouvé sans salle. Au point de départ. Exactement, je me suis retrouvé sans salle. Alors que je commençais à grandir, j'avais plusieurs créneaux horaires. À ce moment-là, j'avais Donc, plus de tu as vraiment 60 eu clients. énormément d'obstacles dans ton Ouais, parcours de exactement, ouais. coaching, quoi. Ouais, ouais. Et à aucun moment, tu as voulu abandonner? Alors, pendant cette période-là, exactement, le fait de retomber à zéro, ne plus retrouver de salle, j'ai clairement pensé à arrêter, ouais. J'ai clairement pensé parce que j'étais fatigué avec les différents obstacles pardon, que j'avais auparavant, plus celle-là, le fait de me retrouver sans salle, j'ai longuement réfléchi et j'étais prêt en fait à arrêter à ce moment-là. Et qu'est-ce Et qui t'a fait changer d'avis? encore une fois, le Top Kick, notre club d'enfance, a refait surface en discutant un petit peu avec notre entraîneur. Et j'ai pu avoir un accord avec lui pour utiliser l'espace de notre salle provisoirement à la base pour le temps de trouver une nouvelle salle. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, je me suis relevé grâce encore une fois à Ahmed pour te dire que c'est une personne qui est dans ma vie depuis pratiquement toujours. Et alors, j'ai relancé en fait mes cours collectifs dans cette petite salle où on s'entraînait à la boxe pendant quand même quelques années. Ouais. Puis, il y a un jour où tu viens me trouver et tu me dis, Jamel, j'ai envie de remonter sur le ring pour faire un combat. Tu te souviens de ce jour-là? Ouais, je me rappelle. J'avais du mal à venir te le dire au début, hein. J'étais très angoissé. Ouais. Et faut savoir que mes activités de coaching à ce moment-là marchaient super bien. Moi-même, ma forme physique était pas mal, donc je m'entraînais, je restais plus ou moins actif et, euh, et il me manquait quelque chose. Ouais. Donc, quelque chose. Je te rappelle ma réponse. Ma première réponse a été non. Ouais, Parce que chez Topkick, il faut savoir qu'on n'est pas dans un esprit coach et athlète. et athlète. Nous, on a vraiment ancré une mentalité de famille. Et donc, quand tu viens me retrouver, tu me dis, Jamal, je vais recommencer la compétition. Bon, bien sûr, j'en discute avec Ahmed, mais mon premier réflexe, c'est de te dire non, on ne peut pas. Et tu as assisté. Tu as assisté, je me rappelle que tu n'as pas lâché l'affaire. Si, Samuel, s'il te plaît, je me sens bien pour pouvoir combattre. Tu vois, et notre réponse C'était non, ouais, je m'en rappelle. c'était non. Mais c'était non pour moi, Ah parce ouais, que bien vous sûr, avez le eu but, peur pour ma santé. c'était pas que Ouais. tu n'as pas la capacité, mais tu sais, tu as toujours cette crainte, quand tu as quelqu'un qui est malade, comme tu dis, problème neurologique, de pouvoir lui dire, allez, tu vas recommencer la compétition, tu vas te relancer, s'il se passe quelque chose, tu vas te sentir responsable. Ouais, c'est ça. Et on ne peut pas prendre ce risque-là. Parce que déjà, on a une relation plus que coach-élève, et même, c'est Ouais, c'était pas. irresponsable de dire oui. Donc, Exactement. notre première réponse a été non. Mais tu n'as pas lâché l'affaire, tu as insisté, tu as Ouais, ouais, insisté, ouais. avec, je me rappelle, le soutien de Abd Samad, ton frère, C'est ça. qui lui aussi nous disait, non, laissez-le combattre, il veut combattre, il veut Exactement. Ouais. combattre. Il faut savoir que mon frère, à ce moment-là, était malade aussi, hein. Donc, il a été atteint aussi également de la sclérose en plaques. On en reviendra un petit peu sur lui, peut-être un peu plus tard, mais à ce moment-là, il était malade, il avait la sclérose en plaques. Et pour lui, c'était une fierté de voir son Ton frère, frère, malade comme lui, remonter sur le ring. Et en fait, c'est ça qui a fait changer d'avis à mes parents. C'est lui qui a été trouver mes parents en disant ouais, ben laissez-le, Anas est en forme, il est moins touché ouais, que parce lui. que nous, c'était une chose on accepte, mais il y avait aussi Exactement, l'aval il y de avait la tes famille. parents Ouais, et de ton épouse c'est également. ça, ouais. Parce que maintenant, tu as des responsabilités, tu avais un enfant, donc C'est ça, exactement. Donc au début, il fallait tous les convaincre, et ça c'était un autre combat. Mais j'ai insisté un petit peu, j'ai insisté parce que je savais ce que je voulais. Je savais que j'étais capable de remonter sur le ring, et c'était une façon pour moi de montrer à mes athlètes, de un, que malgré la difficulté, malgré que ce soit dur, malgré la maladie, on peut arriver à atteindre ses objectifs. Donc c'était une façon de leur faire passer un message pour leur dire, si moi j'ai un objectif et que c'est dur, je suis capable d'y arriver, vous aussi vous êtes capable. parce que donc pour le suivi de l'histoire, on a demandé l'avis de ton neurologue, qui a dit en tant que neurologue, je ne peux pas Spécialiste, ouais. vous conseiller de faire de recommencer la compétition en boxe, mais je ne mettrai pas C'est ça, exactement. un avis négatif, Du enfin je ne fait, ouais, c'est ça. t'interdirai pas. C'est ça, parce qu'elle m'a dit, au point de vue de ma maladie, elle est stable. Elle était stable à ce moment-là, donc pas de nouvelles lésions, tout était stable, tout était correct.
Et alors, du coup, oui, effectivement, je lui pose la question, je lui dis, j'aimerais bien remonter sur le ring. Et alors, Elle a dû te prendre pour un fou, en fait. c'est ça. Mais elle me connaît parce qu'après des années, elle me connaissait, donc elle savait que j'avais cette envie de boxer. Et alors, elle me dit clairement, elle me dit, moi, en tant que neurologue, je vais te le déconseiller, clairement, par rapport aux neurones que tu risques de perdre, c'est très mauvais pour ta santé. Mais en tant que spécialiste sclérose en plaques, effectivement, il y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient, si ce n'est de faire attention, etc. Oui. C'est Et fou, hein? Que tu dises ça. Enfin, soit, je me rappelle que voilà, donc une fois ça, cette période-là, on a recommencé l'entraînement, la préparation, mais tu avais eu un coup de mou avant ça. Tu c'est ça. n'étais pas au top au Non, niveau. Donc, non. on avait vraiment. Comment tu as ressenti la préparation? Alors, comme je disais, je Parce que m'entraînais. là, en quelque sorte, tu redeviens sur le banc de l'élève. Je C'est toi deviens, l'élève et c'est tu ça, c'est redeviens ça. élève et moi le Exactement. professeur, entre guillemets, mais C'est ça. t'as Non, mais tu as tout à fait ressenti raison. quoi? Après, Jamal, plusieurs choses super importantes à dire. Premièrement, c'est que malgré mon absence, je continue à m'entraîner, mais c'était très léger, donc je Oui, non, mais restais il y en a forme. C'est entraînement ça. pour se tenir un peu en forme et il y a Exactement. entraînement pour la C'est ça, compétition. C'est deux choses exactement. différentes, quoi. Alors ça, c'était la première chose. Et deuxième chose super importante, Jamal, et je te le dis clairement, c'est que j'avais confiance en vous. Je savais que vous étiez capable de me remettre sur un ring et de me repréparer. Donc je me suis complètement, encore une fois, comme à l'époque, je me suis encore remis sur vos ailes, parce que je dis vous, parce il y avait aussi Ahmed aussi avec vous, il y avait Mustapha. Donc je me suis complètement remis à vous pour que vous puissiez me préparer comme il se devait à ce combat-là. Ouais. Et quand tu as recommencé la préparation, t'as pas douté de toi? Parce que c'est dur. C'est vrai que c'était dur. Après 5 ans d'absence, ouais, c'était très dur. On n'a plus les réflexes comme avant. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, j'ai un petit garçon aussi, donc ça change. Puis, l'énergie n'est pas pareille. Quand on a Ouais. 21 ans et 32 ans, c'est différent. Alors, mais malgré tout ça, malgré ces difficultés-là, j'ai quand même fait face. J'ai quand même été motivé à atteindre cet objectif, à me donner à fond et surtout à gagner ce combat-là, ouais, Jamal. Mais c'était très dur au début, ouais, c'était très Mais dur. moi, je me souviens en tout cas que, mis à part déjà ta préparation physique, sur laquelle on s'est occupé pour pouvoir que tu sois vraiment performant, on a essayé de faire en sorte de travailler également sur ta préparation mentale, Ouais, qui est très très important pour ouais, un athlète et ouais, encore plus pour un exactement. boxeur. Parce qu'après 5 ans d'absence, te dire ok, j'ai peut-être les capacités physiques, je sais toujours bouger, j'ai encore la puissance et la condition pour pouvoir tenir, mais dans la tête, si Ouais, tu n'as pas de confiance en ouais. toi, Ouais, je me rappelle, on avait eu des longues discussion, discussions ensemble, ouais, ouais, exactement, sur le pas mental. pour, Et même psychologiquement, me préparer à remonter sur un ring parce que 5 ans d'absence, comme tu l'as dit, c'est plus comme avant. de plus que, après cette période de mou, on se relançait également dans la compétition, nous aussi au niveau du club. Ouais, exactement. Ouais. Donc Et c'était. aussi, c'est une des raisons pour laquelle, aussi, Jamal, une des raisons pour laquelle j'ai voulu recommencer à boxer. Il faut savoir que en fin de carrière, à l'époque, je boxais énormément à l'étranger. Ouais, Et j'ai jamais eu vraiment cette chance de c'est boxer chez chez toi. moi. Ouais. Et depuis qu'on avait recommencé les compétitions et que c'était au niveau régional, j'avais cette envie de revenir à la maison et de remonter sur le ring avec mon public et montrer en fait de quoi j'étais capable, et surtout après une longue période d'absence. C'était une des raisons aussi pour laquelle je voulais recommencer à boxer, ouais, Jamal. Ouais, je me souviens, on a fait donc, la préparation s'est passée, préparation physique, préparation mentale, le jour J, la compétition, le combat. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour dans le vestiaire? Parce qu'il y a une petite vidéo qui tourne C'est sur ça, toi sur YouTube, exactement, ouais. une petite vidéo Ouais, c'est de ça. présentation De mon retour sur le de ring, ton ouais. retour sur le ring, parce que là, tu es connu sur les réseaux sociaux en tant que coach, tu es connu en tant que coach dans la région liégeoise. Donc voilà, C'est une ça, petite ouais, vidéo exactement. de promotion. Tu ressens quoi? Tu es stressé, tu as confiance en toi totalement, tu doutes un peu, tu te sens comment? C'est difficile à dire, hein, Jamal. C'est difficile Parce parce que que vous, encore aujourd'hui, avec les autres athlètes qu'on a, etc., vous avez du mal à extérioriser et à parler parce que vous pensez que si à un moment donné, je peux dire, parce que la peur, c'est pas une peur en soi, c'est un stress, ouais, la peur, mais pas la peur du combat ou du combattant, la peur de mal faire, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas faire un bon combat, mais vous n'extériorisez pas, vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas encore avec votre ouais, c'est coach. vrai. Vous avez cette erreur, Ouais. alors qu'il faut le faire.
Donc aujourd'hui, je profite pour te poser vraiment la question. Le jour J, avant le combat, parce que tu m'as jamais vraiment répondu, quel était ton ressenti? Alors là, jamais je vais te l'avouer, parce que tu me prends comme ça au dépourvu, mais ouais, effectivement, ouais, j'avais peur. J'avais peur, mais comme tu l'as dit, c'est pas la peur comme on pense, mais c'est une peur de ne pas assumer en fait. La peur de ne pas assurer surtout. Et de se dire, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien ou pas? Et la peur de décevoir. Et en fait, il y a différents styles de peur, comme tu l'as dit. C'est vrai, Jamel, moi, je voulais remonter sur le ring et je voulais montrer au monde de quoi j'étais capable. Donc, la peur, c'était de décevoir en fait les gens qui étaient autour de moi, décevoir mes coachs comme toi, qui ont pris du temps, beaucoup d'énergie pour me préparer et les décevoir. Donc, c'est cette peur-là. La peur du combat en lui-même, la peur des coups, non. Non, parce que sinon tu ne fais pas de C'est ça, boxe. exactement. C'est Tu ne plutôt rentres la pas dans la peur. compétition si tu as peur des Exactement, ouais. coups ou tu as peur de recevoir un coup, tu ne vas C'est pas dans la ça. compétition. Mais pour ceux qui nous écoutent et s'il y a des boxeurs ou autres qui nous écoutent, c'est super important si je peux vous donner un conseil. Et même toi, si tu peux donner tes conseils, un conseil à tes athlètes, c'est qu'ils doivent communiquer avec leur Ouais, coach. c'est ça. Le coach doit ressentir, il doit avoir le ressenti Ouais, de son athlète, de son boxeur, ouais, parce qu'il doit trouver les mots. c'est ça. Si vous ne dialoguez pas, si vous ne discutez pas, il ne peut pas savoir dans C'est sa ça, ouais. tête. Et tu as On tout à peut fait raison, voir, Jamel, hein. on peut voir la capacité physique, voir si tu es prêt, tu n'es pas prêt, mais mentalement, on ne peut pas le voir. Ouais. Il faut dialoguer et discuter. Et tu as tout à fait raison, Jamel, parce que ce premier combat-là, avec le stress et avec l'appréhension de perdre et de décevoir, malgré tout, j'ai pu faire face à ça et gagner le combat, Ah entre ouais, autres, on a hein, fait et une belle gagner le victoire, combat. je me rappelle, on a bien Mais fêté ça comme il se doit. je reviens sur ce que tu viens de dire, Jamel, parce que le deuxième combat, il faut savoir que le deuxième combat, on a été prêt pour le faire. Je ne sais pas si tu t'en rappelles encore une fois, Jamel, on s'était préparé pour le deuxième et de combattre l'adversaire coriace qu'on avait. Et j'avais j'avais peur, j'avais peur parce que j'avais vu le boxeur, mais je n'osais pas te le dire. Ouais. Mais encore une fois, c'est énorme, mais pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent, on a pris un combat de plus en plus dur. Après, voilà, nous, chez Top Kick, bien sûr, on ménage nos boxeurs, mais on ne triche pas. Donc, quand on a une proposition d'un boxeur avec le C'est poids, ça, ouais. on ne va On pas se accepte. Ouais. dire quel palmarès il a, combien de combats. En fait, on peut le prendre, on prend. On dit oui, on dit oui, on y va. Aujourd'hui, vu qu'on a eu une période d'arrêt, là où moi j'ai fait une erreur, ou nous en tant que coach on a fait une erreur entre guillemets, c'est il y avait une nouvelle mode qui est arrivée, qu'on appelle le cutting. C'est-à-dire que quelqu'un qui pèse 95 kilos, Ouais. bah, vu que la pesée c'est le jour avant, il va faire un cutting qui consiste à perdre de l'eau, sécher avec toute une série de méthodes, et ils vont jusqu'à perdre jusqu'à 5-6 kilos, Voire même 10, ouais, c'est vrai. même 10 sur certains professionnels. Et ensuite, récupérer ces kilos le jour après, donc le jour du gala. Donc ça fait qu'il y a une différence de, toi en l'occurrence, tu t'es annoncé à 84 kilos et ton combattant était à 91-92. C'est ça, 92. Donc ça, c'était une erreur de ma part. Après, voilà, parce que c'était la mode à ce moment-là. C'est la mode toujours, mais bon, voilà, on n'a pas pris ça en considération parce que nous-mêmes, on ne le pratique pas. Et voilà, c'était un combat très dur. Je me rappelle que c'était voilà, c'était un très bon combattant, très dur, très puissant. Après, je reste persuadé que tu aurais pu gagner le combat. Encore une fois, et je dis pas ça pour te lancer des fleurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, moi je pense que j'aurais pu gagner ce combat-là, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait un manque de communication de ma part, parce que j'avais une très grosse peur, une très grosse appréhension que j'ai gardée en moi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, notre défaut, c'était justement qu'on n'arrivait pas à faire sortir ça et à communiquer avec nos coachs. Je pense que si on aurait eu la peine, si on avait, pardon, la peine de s'asseoir et discuter, je pense que tu aurais pu t'aurais pu enlever en fait cette crainte-là. Ben, la peur, c'est un sentiment humain. Celui qui dit je n'ai jamais peur, c'est un menteur. Il faut accepter la peur et puis la combattre. C'est ça ce qu'on appelle le courage. Quelqu'un qui est courageux, c'est pas qu'il n'a pas peur. Quelqu'un qui est courageux, c'est qu'il fait face au danger malgré la peur. C'est ça. Et pour ça, il faut dialoguer. Il faut expliquer. Quand tu as confiance en à ton coach, tu dois pouvoir lui expliquer, voilà, j'ai cette crainte, pourquoi, comment, etc., etc. Et ton coach est censé te rassurer. Et après, un bon coach aussi, il ne va pas te jeter non plus. Il faut que ce soit équivalent. Si bien sûr, il y a une différence énorme de performance ou de puissance ou de puissance. performance, ben voilà, le coach, il n'est pas censé. Tu ne triches pas, mais tu restes dans ta catégorie. Voilà, il faut que ce soit équivalent. Tu vois. Et effectivement, ce jour-là, parce que tu mènes pour moi,
tu mènes le deuxième round. Le premier round, tu le perds. Le deuxième round, tu le mènes. Et le troisième round, tu te relances. Et Ouais, voilà, j'étais surpris. Ouais. malheureusement, sur un coup, encore une fois, comme on dit, la boxe, c'est pas un jeu, ça ne pardonne pas. C'est ça, ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, donc effectivement, j'ai reçu un mauvais coup qui m'a complètement sonné et, euh, et c'était l'arrêt de l'arbitre. Et donc je perds ce deuxième combat-là. Mais encore une fois, ce qui est intéressant et c'est une belle leçon dans la vie parce que, encore une fois, malgré la défaite, malgré le fait d'avoir perdu, j'ai quand même continué. Ça fait partie du sport, la C'est ça, défaite. Il n'y a personne qui ne perd jamais. Même les grands champions ont perdu. c'est ça, Après, c'est là la différence entre un vrai guerrier et un faux. Un vrai guerrier, il va remonter. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est un exactement. proverbe qui veut dire ce qu'il veut dire. Ça veut dire que voilà, je tombe, ben, c'est pas grave, je me relève et j'y Voilà, vais. c'est ça, Et on a enchaîné avec un autre très bon boxeur. c'est ça. Quelques mois C'était, après, ouais, ils disent de chez Osman Gym, quelqu'un vraiment très performant. D'ailleurs, je pense qu'il est champion d'Europe aujourd'hui. c'est ça. C'était quoi ton ressenti? Raconte ton combat, comment tu l'as ressenti? Alors, ce combat-là, bah, effectivement, après une défaite, bah, on a encore cette petite crainte de retomber KO. Mais alors, du coup, j'ai encore accentué mes entraînements, hein. Donc, je te rappelle, on avait mis un peu plus d'intensité, on s'était préparé d'arrache-pied pour ce combat-là. Et le jour J, c'était un combat qui, franchement, pour moi, était un des plus beaux combats que j'ai fait. C'était pour une ceinture en plus. C'était ça, ouais, la ceinture, exactement. Et c'était un des plus beaux combats. Pourquoi? Parce que premièrement, j'étais préparé. J'étais vraiment préparé. J'ai eu confiance en toi et au coach qui était avec nous à ce moment-là dans le coin. J'avais mon public. J'avais mon public à ce moment-là. Et Et d'ailleurs, dans le public, il y avait beaucoup c'est ça, de mes de athlètes. tes Ouais, c'est athlètes, hein. Je ça, me souviens qu'ils exactement. étaient venus, tous venus Ils étaient tous venus me t'encourager. Ouais. voir, ouais. Alors du coup, là, c'était mon combat. Il fallait que je montre enfin qui j'étais. Et, Et c'était chez toi. et c'était à la maison, ouais. C'est ça, exactement. Et j'ai gagné ce combat-là avec une belle victoire, je C'était un pense. dur combat, hein, parce que le C'était mec très en dur, face, ouais, il c'était était très dur très parce que bon le aussi. gars, il était assez grand, hein, et donc il avait de la longe, donc on avait respecté ton game plan à l'époque, et malgré tout, ben, je gagne ce combat-là. Et c'est là que je me fais enfin à ma carrière, parce que je voulais tout simplement re-goûter au ring, montrer autour de moi que malgré la difficulté, malgré qu'on soit malade, on peut avancer, on peut atteindre ses objectifs. Tu voulais prouver des choses aussi à toi-même, quoi. Exactement, ouais. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de le faire. Et franchement, je suis très content de l'avoir fait. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que après 5 ans d'absence, j'ai pu enchaîner 3 combats et recommencer presque à zéro, entre guillemets, en termes de préparation physique pour atteindre ces objectifs. Et dans ce parcours-là, il y a eu une défaite qui m'a rendu encore beaucoup plus fort. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis content et je suis fier de parler de ça. Mais c'est tout en ton honneur. Aujourd'hui, tu as une salle tout équipée. On y est d'ailleurs aujourd'hui, on fait l'interview dans ta salle. Tu as des dizaines de participants, des coachings privés, toute la semaine. Est-ce que tu réalises ce que tu as construit C'est vrai que d'un point de vue, avec tous les obstacles que tu as eus? C'est quand même. c'est ça. Mais je m'en rends pas forcément compte. Pour moi, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et des bas. J'ai dû passer par plusieurs épreuves et c'est la continuité. Et moi, c'était logique d'arriver et d'atteindre cet objectif parce que c'était un truc que je voulais déjà depuis très longtemps. Et franchement, aujourd'hui, je suis content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, une salle super équipée, donc plusieurs athlètes, un nom. Et malgré les difficultés, je suis fier de moi et je suis fier de mon parcours. Mais Mais maintenant, c'est que le début, ouais. c'est que le début, justement, d'où ma prochaine question. C'est quoi ton rêve maintenant, ton prochain objectif? Tu as acquis ce que tu voulais. Tu as ta propre salle équipée et avec du matériel professionnel. Tu as même des boxeurs qui viennent se préparer chez C'est toi. ça, ouais. Hein, des boxeurs qui sont reconnus et qui viennent, je pense notamment à Madani qui vient faire des préparations ici en explosivité ou autre. Tu as, comme je dis, coaching privé, tu as de tout en fait. Tu as C'est même des ça, ouais. personnes qui ont 60 ans, C'est des ça, personnes, des couples qui exactement. viennent, tu as des enfants. J'ai C'est quoi plusieurs ton groupes. prochain objectif, ton rêve, c'est quoi? Ben, on veut toujours, on vise toujours plus haut, on vise toujours plus grand. Donc, mes prochains objectifs, c'est pourquoi pas agrandir mon espace
améliorer en termes de qualité d'entraînement, améliorer mon matériel. Une Et académie peut-être? pourquoi pas, exactement, une académie de kickboxing, ici à la maison, pourquoi pas, dans mon quartier. Puis même les objectifs, elles sont diverses j'invite en tout cas les gens à me suivre sur les réseaux pour suivre en fait l'évolution. J'ai énormément d'opportunités encore qui sont présentées à moi. T'as pas encore fini, quoi. J'ai pas encore fini, non. Anas, s'il y a un jeune qui traverse une épreuve, là, maintenant, qui t'écoute, quel conseil tu lui donnerais? Alors si j'ai un jeune qui a un problème de santé, c'est ça, hein? Qui traverse une épreuve. Toi, tu as eu des problèmes de santé, tu C'est as eu ça, des épreuves au niveau de l'organisation de ta salle, tu as perdu des salles. c'est ça. Voilà, une épreuve dans la vie. Alors moi, si j'ai ce jeune-là devant moi, première chose que je lui dirais, c'est de patienter. Franchement, c'est de patienter parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc si tu es au plus bas aujourd'hui, patiente et surtout, surtout ne rien lâcher, ne pas abandonner. Je pense que c'est le message que je lui dirais. N'abandonne pas. Même si tu tombes, tu te relèves. Et comme je dis, la vie, c'est comme des burpees. On est au sol, puis on se relève. Donc au final, on se relève toujours. Même si c'est dur, on le fait. Et je pense que je lui dirais d'être patient et de ne rien lâcher. De continuer, de rester persévérant, surtout de se fixer un objectif à court terme, moyen terme, pour qu'il puisse avancer progressivement. Ouais. Je pense que je lui dirais ça. Patience et avance. C'est ça, ouais. Et surtout ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Alors si vous aussi, vous avez traversé une épreuve, rappelez-vous que ce n'est pas toujours le chemin dont on avait prévu qui compte, mais la manière dont on continue à avancer. C'était l'histoire de coach Anas Fit dans Coulisses et Confidences. À très bientôt.